Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h. Bienvenue à tous à la une de l'actualité toulousaine de ce lundi 28 octobre. Christiane Taubira à Toulouse, visite ministérielle à l'occasion du 60e anniversaire des tribunaux administratifs et de la grande réforme pénale. Elle a répondu aux insultes dont elle a fait l'objet récemment et s'est exprimée sur la question de la réinsertion. La garde des Sceaux qui a été accueillie dans la ville rose par des manifestants très remontés. La Manif pour tous 31 et la LGBT étaient mobilisées. Vous le verrez également dans cette édition. Enfin, succès total pour la 7e édition du Marathon international de Toulouse. Quelques 6500 participants, dont un jeune journaliste de la rédaction de TLT, Samuel Prieur. Bonsoir et bienvenue. Et félicitations. Vous allez nous parler de cette expérience exceptionnelle si vous ne vous endormez pas d'ici la fin de cette édition. Mais tout d'abord, la ministre de la Justice était donc à Toulouse aujourd'hui à l'occasion du 60e anniversaire des tribunaux administratifs. Et dans le cadre de la réforme pénale, elle a réagi aux insultes proférées à son encontre vendredi au sein de la Manif pour tous à Angers. On écoute la garde des Sceaux au micro de Marie Larpan et d'Alain Sorat. Alors très franchement, sur ma personne, c'est absolument sans importance. Ce qui me paraît extrêmement grave, c'est qu'il y a des personnes de plus en plus qui s'affranchissent des obligations dans un état de droit, à savoir de respecter la loi, qui s'exonèrent donc de ce respect de la loi et qui profèrent des insultes, des injures, des menaces. Ça me paraît extrêmement inquiétant pour la société, pour les personnes qui sont vulnérables dans la société et qui risquent, elles, d'être exposées à ces comportements et parfois à des passages à l'acte en termes d'agression. Voilà la ministre qui s'est exprimée également aujourd'hui à l'université Toulouse 1 Capitole avant une visite d'un chantier de réinsertion pénitentiaire. Marie Larpan et Alain Sorat ont suivi les détenus qui y travaillent. 3 jours par semaine, depuis un mois, ces 3 hommes quittent le quartier de semi-liberté de Seyss avant 7 h le matin. Ils récupèrent leur tenue de sécurité et partent débroussailler, élaguer, tailler. Ils entretiennent les berges du canal. Très content parce que c'est des places qui valent cher. On n'est que 8 sur le chantier, on travaille, on a un salaire. Ensuite, on est aussi connecté avec Pôle emploi qui nous aide aussi à notre sortie. Moi, s'il fallait faire ce métier à ma sortie de prison, je le ferais, oui. Vous savez, c'est ma première incarcération. Et bon, ça a été un électrochoc, je dois le dire, mais j'ai eu de la chance de trouver VNF. Première en France, ce partenariat entre le centre de formation d'Auzeville, les voies navigables de France et l'administration pénitentiaire existe depuis 3 ans. Environ 80 détenus ont déjà participé à ces chantiers. Quand ils arrivent sur le chantier, c'est des personnes qui n'ont pas forcément travaillé. Et il y a un facteur que je dois maîtriser, c'est l'oxygénation, qui fait que bon, les premiers jours sont un petit peu fatigants, éprouvants à cause de ça, parce qu'ils sont dans 9 mètres carrés, 22 heures sur 24 la plupart. Je vous dis, le fond, c'est qu'ils arrivent à se lever le matin, qu'ils puissent respecter leur hiérarchie et qu'ils puissent aussi réaliser, mettre à profit ce que je leur apprends, qui est tout à fait transposable après sur d'autres métiers. Voilà. Et le but étant d'éviter la récidive. Le minimum, c'est l'envie d'avoir envie, quoi. Pour Christiane Taubira, la réinsertion reste un objectif clairement affiché par le gouvernement. Il est important de réinsérer. Le magistrat qui prononce la peine, il prononce la peine pour une durée. Mais après cette durée, la vie continue. Et si nous ne créons pas les conditions pour que les personnes aient une activité professionnelle, aient une vie dans la cité, une vie normale dans la cité, nous mettons la société en danger. Donc les gens qui luttent, qui protestent contre ce projet de loi qui vise à réduire la récidive sont des personnes qui, lucidement, choisissent, pour instrumentaliser des situations, des faits divers, des tragédies, choisissent de mettre la société en danger. Nous choisissons courageusement de faire ce qu'il faut pour éviter que la société soit en danger et par conséquent pour réduire les actes de délinquance, pour éviter de nouvelles victimes. Le dispositif d'insertion par l'entretien des berges du canal du Midi est ouvert à 8 détenus courte peine du centre pénitentiaire de Seyss sur 6 mois. L'équivalent existe également pour 8 détenus longue peine du centre de détention de Muret. Et en marge de cette visite ministérielle, les membres de la Manif pour tous 31 se sont mobilisés pour accueillir à leur façon la garde des Sceaux. Le collectif toulousain demande toujours, je vous le rappelle, l'abrogation de la loi Taubira dite mariage pour tous. Face à eux, la LGBT 31, gays, lesbiennes, gays, bisexuels et trans, toujours mobilisés eux aussi. Ils dénoncent, malgré le vote de la loi Taubira, une recrudescence des violences homophobes. Christelle Dao a suivi ces 2 mobilisations pour nous.
La venue de Christiane Taubira à Toulouse est loin d'être passée inaperçue. Dans les rangs de la LGBT comme dans ceux de la Manif pour tous, l'envie de se faire entendre par la ministre était manifeste et l'ambiance électrique. Entre ceux qui dénoncent une recrudescence des violences homophobes et ceux qui ne comptent pas plier face à la loi, le dialogue est difficile. Ça a deux sens pour nous, quoi. Le premier sens, c'est pour rappeler à Mme Taubira que l'égalité des droits est complète, ce que nous voulons, c'est une égalité des droits complète, c'est-à-dire aussi avec la PMA, l'ouverture du mariage aux couples binationaux aussi, ce qui a été refusé avec la première loi, et aussi les droits pour les trans, l'accès aux droits pour les trans. Donc c'est rappeler cette partie d'égalité des droits pour nous, et dénoncer aussi le discours homophobe et raciste de la Manif pour tous. Je suis là parce que je pense qu'il est important de continuer à dire à Mme Taubira et à tout le gouvernement que la loi qui est passée est mauvaise. C'est pour ça qu'on est encore là, parce qu'on demande jusqu'au bout que la loi soit abrogée. Et tant que la loi ne sera pas abrogée, on sera là. Ce qu'on ne veut pas, c'est qu'avec le mariage, justement, s'ouvre l'autorisation de la PMA, de la GPA. Parce que là, on ne défend plus les droits de l'enfant. Et dans ce cas-là, le droit des adultes primerait sur le droit des enfants. Et c'est cela qu'on combat. C'est pour présenter sa réforme pénale que la ministre était de passage à Toulouse, un projet de loi qui sera débattu au Parlement après les municipales. Mais même si la loi dite Taubira a déjà été votée, le sujet épineux du mariage pour tous continue à occuper le terrain. Au chapitre social, nouvelle action du DAL Toulouse aujourd'hui. Le collectif Droit au logement et ses adhérents de Bagatelle ont occupé 2 antennes de l'office HLM de Toulouse. Certains adhérents du DAL seraient toujours dans l'attente de réponses sur des demandes de mutation de logement. Les explications de Pascal Solaire. 10h30 ce matin, le DAL, l'Association pour le droit au logement, et une quinzaine de ses adhérents du quartier de Bagatelle occupent l'antenne d'Habitat Toulouse, rue Roclène, pour obtenir des négociations sur une dizaine de demandes de logement HLM, sans réponse depuis des années pour certaines. Ces adhérents sont en majorité des femmes seules dont les enfants sont partis et qui se retrouvent dans des appartements trop grands et trop chers. Avec 850 € de revenus mensuels, Kerfia vit seule dans un T6 dont le loyer s'élève à 593 €. Un appartement qu'elle devait échanger avec celui d'une famille de 7 personnes vivant dans un T3 dans la même rue. On a autorisé la personne à me refaire l'appartement, elle a fait ses frais, les plafonds, à déménager son mobilier chez moi et mon mobilier chez lui. On devrait signer le bail vendredi à 10h30 et entre-temps, ça a changé. On m'a dit que mon revenu, ça prenait 43% de mon revenu. Le loyer actuel de l'ancien locataire, il est à 416 € et pour moi, il serait à 510. À 510, pourquoi? J'attends qu'on m'accepte, qu'on m'accorde le T3 qu'on m'a promis. Des questions, des courriers adressés par le DAL et ses adhérents, toujours sans réponse. Le temps passe, mettant ses habitants de Bagatelle en difficulté financière. Un organisme HLM comme Habitat Toulouse, s'il n'a pas capacité à gérer ses dossiers rapidement, c'est qu'il y a des dysfonctionnements à l'intérieur. On veut des engagements sur chaque dossier par écrit, comme quoi ils vont être considérés. Et certains peuvent avoir une réponse, je vous le dis, très vite. À l'issue d'une réunion avec le DAL en début d'après-midi, Habitat Toulouse s'est donc engagé par écrit à proposer une solution de logement avant le 28 février pour 6 des 10 dossiers en attente. Les 4 autres plus complexes sont en cours d'examen. À noter que l'office d'HLM n'a pas souhaité communiquer. Allez, on va prendre un peu de hauteur à présent avec le désamarrage aujourd'hui de l'ATV, le cargo ravitailleur de la Station spatiale internationale. Il s'agit donc de l'ATV 4, baptisé Albert Einstein. Le cargo s'est détaché, vous le voyez sur ces images, avec succès de l'ISS ce matin, avec 2 minutes d'avance sur l'horaire initialement prévu qui était 9h58 heure locale. L'ATV 4 s'est donc séparé tout naturellement de l'ISS par un système de ressort emportant avec lui plus d'une tonne de déchets récupérés pendant les 5 mois de sa mission. Le cargo ravitailleur s'était amarré avec succès en juin dernier. Une opération suivie et pilotée par les ingénieurs du CNES ici à Toulouse. Sujet complet dans votre mag Aérospace vendredi. Nous vous en parlions dans nos récentes éditions sur TLT. Un buraliste de Plaisance-du-Touche poursuit en justice un vendeur de cigarettes électroniques de la même commune pour concurrence illicite et déloyale. L'affaire était examinée aujourd'hui au tribunal de commerce de Toulouse. Il s'agit d'une première en France. Le vendeur de cigarettes électroniques de son côté a mis en avant le fait que son produit est un produit de consommation courante. On écoute l'avocat du plaignant et celui de la défense au micro de Jean-Marc Lucas. C'est de savoir est-ce que la cigarette électronique rappelle le tabac. Et donc il y a un texte français qu'il faut appliquer parce qu'il est conforme au droit communautaire qui interdit toute publicité pour tout produit, même ne contenant pas du tabac, mais qui rappelle le tabac. Or, une cigarette électronique, il suffit de la regarder pour voir qu'elle vous fait penser
à l'acte de fumer qu'elle fait penser au tabac. Sinon, on aurait choisi un autre terme. On ne l'appellerait pas cigarette électronique. Pourquoi persiste-t-on à l'appeler cigarette? C'est bien parce qu'elle rappelle le tabac. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que les principaux fabricants de cigarettes électroniques sont les grands producteurs, les 4 plus grands producteurs mondiaux de tabac. C'est un produit de consommation courante. Il n'y a pas de monopole qui a été confié à qui que ce soit. Donc qui fasse de la publicité, il n'y a absolument aucune difficulté. Mais nous d'ailleurs, c'est aussi notre propos, on n'en fait pas de publicité, on commercialise en ligne. Le fait de commercialiser en ligne n'est pas de la publicité, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de prosélytisme pour la cigarette électronique. Et au niveau européen, il y a une directive européenne qui définit de manière extrêmement précise ce que c'est des produits de tabac. Et ce n'est pas des cigarettes électroniques, puisque au niveau européen, il faut qu'il y ait un minimum de tabac, je crois que c'est 33%, pour que ça soit considéré comme tel. Voilà, y a-t-il oui ou non concurrence déloyale? Le tribunal de commerce de Toulouse rendra son verdict le 9 décembre prochain. Samuel, vous ne vapotez pas, vous ne fumez pas. Non. Si je vous dis 3, 49, 29, ce sont les chiffres que vous allez jouer au loto au prochain tirage, c'est ça? Pourquoi pas? J'ai dit en préambule que vous alliez peut-être vous endormir parce que vous êtes extrêmement fatigué. Vous avez couru votre premier marathon. Ouais. Merci d'avoir tenu jusqu'à cette heure-ci. Donc, premier marathon, 42 km 195 avalé en moins de 4 heures. Félicitations. Merci. Et vous êtes fraîchement diplômé. On voit votre diplôme. Ouais, voilà. Il y a un diplôme qui est remis par l'organisation, par mail. On reçoit ça, donc voilà. Avec le temps officiel et le temps réel, un petit décalage. Pourquoi? Oui, parce que les meilleurs partent tout de suite au coup de pistolet. Hop, ouais. Et forcément, nous, vu qu'on était loin derrière, au milieu de la foule, voilà. Eh bien, forcément, je suis passé sous le portique de départ avec à peu près 2 minutes de retard. Après le coup d'envoi. Donc, finalement, ouais, c'est 3, 49, 29, mon temps On voit officiel. votre arrivée, alors vous êtes tout frais, tout souriant, incroyable, expérience très satisfaisante, j'imagine. Ouais, j'avoue que je ne pensais pas gérer aussi bien cette course, parce que finalement, voilà, quand c'est une première, on ne sait pas trop vers quoi on s'avance. Et effectivement, j'ai plutôt bien géré, notamment le premier semi-marathon, les premiers 21 km. 21 km, la première moitié. Voilà, que j'ai fait en 1h59, donc c'était plutôt tranquille pour moi à ce moment-là. Et donc j'ai pu accélérer par la suite. Et c'est vrai qu'après, c'était galvanisant, par contre, de sentir que moi j'accélérais. Bon, c'était un peu difficile de voir les autres qui peinaient. Mais, parce qu'on en verra un peu plus tard à l'image des gens qui n'étaient pas tout à fait en forme. Qu'est-ce que vous allez retenir, vous, personnellement, de cette première course, de cette première expérience en marathon? Non, c'était génial, l'ambiance. Ouais, l'ambiance. On est porté, on entend souvent ça. Ouais, au début et à la fin, c'est vrai qu'on est vraiment à Toulouse. Il y a certains moments où il y a un peu moins de monde, donc on essaye de chercher du regard les rares spectateurs. Moi, c'est bien, ma famille s'était mise du côté de Castelginès, là où il n'y a pas grand monde, donc effectivement. Là, donc vous avez entendu aller Samuel et ça vous a boosté. C'était super, j'ai même pu m'arrêter, faire un petit bisou à mon fils, à ma femme et à mes parents qui étaient là aussi. Donc les moments, si on a eu les plus difficiles, on imagine quand même qu'il y a des moments où on a une baisse de régime quand même, non? Moi, c'est pas arrivé, donc vraiment, fort, Samuel. Ça a été, c'était marathon de rêve. Quoi. On a parlé beaucoup de l'organisation en disant qu'elle était en tout point parfaite. Vous avez eu cette sensation, vous aussi, en tant que coureur? C'était très bien organisé, il n'y a rien à dire. Après, il y a eu 2 ravitaillements où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait plus d'eau. Finalement, voilà, moi, je passais aux alentours de l'allure 4 heures. Et déjà, à ce niveau-là, il n'y avait plus d'eau. Donc il y avait de l'eau pour les premiers. Il y avait de l'eau pour les premiers, qui en prennent, on jette les gobelets, et après, voilà, il n'y en avait plus. Donc ce que j'ai vu qui était plutôt très sympa, par contre, c'était des particuliers dans leur maison qui sont partis chercher leurs tuyaux d'arrosage qui nous ont permis de nous hydrater. Ouais. Parce qu'il faisait particulièrement chaud. C'était en tout cas le marathon de tous les records, parce que record de participants, on l'a dit, 6500 coureurs de toutes les nationalités. Voilà, ça c'est le départ. Hier matin, 8h45, effectivement, il y a 6500 coureurs qui s'élancent. Record de température, près de 25 degrés à l'arrivée pour les premiers à 11h place du Capitole. Vous en avez souffert de cette chaleur, Samuel? Moi, je dirais que c'était plutôt agréable. Une fin de mois d'octobre. Oui, parce que l'année dernière, il faisait froid, il y avait du vent. Très très froid l'année dernière. Je l'avais couvert. Là, on me voit au départ, effectivement. Et du coup, je l'avais couvert. J'étais sur une moto. Je me rappelle avoir plusieurs bonnets, avoir mis beaucoup de couches sur moi parce que c'était assez dur.
cette année, c'était idéal. C'est ce qui vous a donné envie de le faire cette année, je crois. Ouais, le fait de l'avoir couvert en tant que journaliste l'année dernière. Je l'avais couvert plusieurs fois, mais l'année dernière, j'avais suivi notamment mon meilleur ami, 2 collègues journalistes, et les suivre, les voir finir, ça procure beaucoup d'émotions, et du coup, j'avais envie de me mesurer à la distance mythique. Autre record, 2:10,54, c'est le nouveau record du Kényan, Benjamin Bitok, quintuple vainqueur de l'épreuve, tenant du titre au coude à coude, on le voit, une bonne partie de la course sur les derniers mètres avec son principal poursuivant l'Éthiopien Dadi Gemeda, pour qui je crois c'était la première participation au marathon de Toulouse. Ces hommes sont tout simplement incroyables, surhumains, non? C'est dingue, surhumains, je sais pas, ils ont un entraînement physique qui leur permet de faire ça. Après, c'est pas donné à tout le monde. Ils font du 20 km/h. Moi, pour vous donner une petite idée, je l'ai fait en 11 km/h environ. Ils vont pratiquement 2 fois plus vite. Et donc, il y a un petit village au Kenya qui est reconnu pour former ses athlètes. Ils mettent le paquet sur le marathon dans ce pays. Ce que je sais, c'est que, par exemple, il y a une athlète à Balma, Sophie Duhart, qui a fait les Jeux Olympiques sur 5000 mètres, sur 3000 mètres steeple. Elle a fait un stage au Kenya, elle a vu ce qui se passait là-bas. Ils s'entraînent en groupe, ils sont une centaine, voire plus. Ils ont toujours la banane, ils sont souriants et ils courent ensemble. Et voilà, c'est une vraie tradition. Et ils ont un taux de globules rouges bien supérieur à nous. Ah, ça. Apparemment. On va écouter justement Benjamin Bitok qui revient sur sa victoire. Très heureux. Oh, je me sens bien, je me sens bien. J'étais un peu gêné par les Éthiopiens, ils parlaient et comparaient leurs sensations. Ça m'a inquiété. Mais bon, je me sens bien parce que j'ai couru ce marathon en 2h11. Les années précédentes, j'avais fait 2h12, 2h14 et 2h18. Mais aujourd'hui, un peu moins de 2h12, je suis content. C'est mon meilleur chrono, c'est mon record. Voilà, c'est son record. 3 semaines de repos après ça. Et puis, il reprend tout de suite l'entraînement pour l'année prochaine, nous a-t-il confié. Ils enchaînent. Programme de récupération. Pour vous, Samuel, ça consiste en quoi? Dodo, gros dodo? Il va falloir, là, parce que la nuit dernière, avec l'adrénaline, j'ai pas réussi à dormir. Donc ça, c'est normal. Ça explique la fatigue. Je sais pas si c'est normal, mais en tout cas, moi, ça a été difficile. Programme de récupération, pendant 1 mois et demi, je vais pas faire grand-chose. Je vais pas courir. Je vais peut-être trottiner 3 quarts d'heure. Voilà. Oui, rien que ça, un petit footing de 3 quarts. Oui, un petit footing, mais je vais pas me faire du mal. Du côté des femmes, il faut quand même le dire, les Françaises ont brillé dans la ville rose. C'est Corinne Herbretot de la S Saint-Sylvain dans le Maine-et-Loire qui est allée chercher le titre en 2:37,50. On va l'écouter tout de suite, Corinne. À partir du 38, c'était dur. Au niveau des jambes, j'avais des douleurs, mais j'ai dit, allez, c'est maintenant, c'est le moment, c'est le jour J, faut y aller. Et les 2 derniers kilomètres avec la foule, des vibrations, ça vous passe partout, c'est énorme, énorme. C'est mon meilleur chrono. J'améliore de 1 minute mon chrono. Voilà, elle dit qu'elle a eu l'impression de survoler. C'est un peu ce que vous avez ressenti, vous, par moment? Non, c'est vraiment cette sensation. Quand vous carburez à quelque chose, Samuel, il faut nous le dire là maintenant. Je ne sais pas, mais on est en direct. C'est vraiment bon de courir et de se faire plaisir, de profiter. On se sent vraiment vivant. Oui, on va voir à l'image que certains ont vraiment du mal. Alors, il faut le préciser, le marathon, on peut le faire en courant, en marchant, en faisant du stretching. On peut se reposer en marchant pour récupérer, par exemple, 1 minute et repartir après. Il y a une défaillance, ça arrive. Mais on peut repartir. Après, il y a des choses, il y a des abandons. Ça a été le cas d'un ami à moi qui s'était préparé. C'est pas évident. On ne sait jamais à quoi s'attendre. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut rester humble devant cette distance. Après, il y a des imprévus. 42 km 195. Ouais. Samuel, rapidement, prochain défi, New York. Peut-être un jour, mais j'en sais rien. Merci en tous les cas d'être venu nous parler de votre expérience et félicitations encore. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Marie Larpent et Jean-Marc Lucas sur ce même plateau. Excellente soirée.